Si de nous préférer sur Bénin Business 24, bienvenue aux 12h45. Elles ont été instituées par le pape Jean-Paul II, les Journées mondiales de la jeunesse, organisées chaque année par l'Église catholique et qui rassemblent des jeunes du monde entier. On en parle dans ce journal. Et on célèbre aussi ce 26 juillet la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Une journée qui vise à sensibiliser sur l'importance des mangroves en tant qu'écosystème unique, spécial et vulnérable. Enfin, on parlera du poisson fumé dont la consommation est très prisée des Béninois, mais qui n'est toujours pas bénéfique pour leur santé. Je le disais donc dans les titres, depuis 1984, l'Église catholique organise les Journées mondiales de la jeunesse, une initiative du pape Jean-Paul II. Ces journées sont célébrées tous les 2 ou 3 ans à travers un grand rassemblement international. Elles sont une fête de la foi à l'occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de tout pays se rencontrent pour prier, se former et témoigner de leur foi. Suivons cet élément pour plus de précision. Rendez-vous rituel de l'Église catholique, les Journées mondiales de la jeunesse sont un grand rassemblement religieux de jeunes chrétiens qui s'unissent pour une semaine d'événements culturels et spirituels. Le but derrière cet événement est de permettre à chaque jeune d'aller à la rencontre d'autres jeunes du monde entier et de promouvoir le dialogue de l'Église. La jeunesse était un âge de fluctuation, un âge de vigueur, un âge aussi de toutes les expériences, de toutes les illusions. Alors, le pape a voulu canaliser ce moment-là avec les jeunes pour leur demander d'orienter leur vigueur, leur force, leur enthousiasme au service de l'Église. Et surtout, l'objectif du pape, c'est que l'évangélisation des jeunes se fasse par les jeunes. Ces journées sont donc un creuset d'émulation et de célébration de la foi, à l'occasion desquelles des jeunes de tous horizons et de tout pays se rencontrent et font l'expérience du partage de leur foi. Le pape, en invitant les jeunes à se déplacer pour aller à la rencontre d'autres jeunes, d'autres cultures, invite ces jeunes-là à partager leur foi, leur enthousiasme, leur vivre ensemble, leur culture, leurs convictions religieuses. Donc c'est la jeunesse qui va à la rencontre de la jeunesse pour partager le trésor commun qu'est le Christ Jésus vivant. Célébrer le dimanche des rameaux chaque année dans chaque pays, les Journées mondiales de la jeunesse rythment la vie pastorale et prennent tous les 2 ou 3 ans une dimension internationale. Lorsqu'on parle de la Journée mondiale de la jeunesse, ça se fait d'abord en église de chaque pays, de chaque diocèse, mais tous les 2 ans, le pape convoque la jeunesse universelle à la rencontre d'un pays où tous les jeunes du monde entier se ruent vers ce pays-là, découvrent sa culture, participent à son hospitalité et échangent. Et tout cela, c'est le lieu de rencontre et de partage. Initialement prévues pour août 2022 à Lisbonne au Portugal, les Journées mondiales de la jeunesse ont été reportées par le pape François en août 2023 en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus et de ses conséquences sur le déplacement et le rassemblement des jeunes. On parle à présent de la conservation des mangroves, qui est un enjeu écologique souvent méconnu, mais qui mérite toute notre attention. Et d'ailleurs, en ce 26 juillet, Journée internationale de la conservation de l'écosystème des mangroves, l'accent est mis sur l'importance des mangroves en tant qu'écosystème unique, spécial et vulnérable. Occasion donc pour promouvoir des solutions pour leur gestion durable, leur conservation et leur utilisation. Amandine Agnambossou pour plus de détails. La mangrove est un écosystème typique des littoraux tropicaux. Elle est riche en biodiversité et assure la sécurité alimentaire de nombreuses communes côtières. C'est d'abord un écosystème fragile, mais très spécifique pour la conservation de la biodiversité. Lorsqu'on parle d'écosystème, on parle de l'ensemble de tout. Il y a la végétation de mangrove, il y a l'eau,
il y a les poissons, il y a les huîtres, il y a d'autres choses que nous ne voyons pas. Les oiseaux qui viennent de l'extérieur viennent prendre leur refuge dans les mangroves. Et c'est un atout touristique pour chaque pays qui en dispose. Les mangroves arrêtent l'érosion, les grands vents. Ça sert de filtre pour beaucoup de gaz. Lorsque vous êtes confronté aux aspects, aux problèmes de changement climatique, mais si vous avez la chance d'avoir des écosystèmes de mangroves, vous avez une solution terrible parce que ça consomme les gaz nocifs à l'environnement. C'est beaucoup de choses que font les mangroves dans les pays qui en disposent. Mais aujourd'hui, les mangroves sont menacées du fait de l'activité humaine. Et au Bénin, le constat est alarmant. On constate que tout se dégrade. Vous savez que le Bénin est un pays où les femmes s'adonnent à des activités de production de sel. Elles n'ont pas d'autres ressources d'énergie pour aller fabriquer leur sel. Elles se servent toujours du fagot de mangrove qu'elles trouvent dans leur milieu. Et pour ça, les mangroves sont saccagées, détruites partout. Leur état est misérable. Il n'y a pas une loi spécifique pour les protéger. Pour restaurer l'écosystème des mangroves, les spécialistes proposent l'Avicennia germinans, une espèce particulière de mangrove. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangrove. Et c'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Les écosystèmes de mangrove constituent un bien commun et mondial et dont nous devons vraiment nous en occuper pour leur protection et la gestion durable pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Sauver l'écosystème des mangroves, c'est sauver la biodiversité au regard des nombreux services qu'il rend à la planète et aux hommes. Merci Amandine Niambossou. On change à présent de registre pour parler du poisson fumé. Très apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Mais les conditions de fumage du poisson laissent parfois à désirer et pourraient même avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une réalité qu'aussi bien les consommateurs que les femmes qui s'adonnent à cette activité ignorent. Plus de détails dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on pêche juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs.
Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Culture à présent avec l'art oratoire qui occupe une place centrale dans le champ littéraire africain. Jadis utilisé par les personnes âgées et les griots pour des témoignages oraux et la transmission de la mémoire des lignées, l'oralité met un point d'honneur sur la culture, les problématiques de la société et même l'éducation des jeunes. Qu'est-ce donc que l'oralité et quelle est son importance? Boris Agosadou, ingénieur culturel, nous explique dans l'interview à suivre le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité, parce que c'est eux qui ont transcrit, c'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art, c'est de changer des comportements, n'est-ce pas, de décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur, le conteur, il peut, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler par exemple de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Et c'est tout pour ce 12h45. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.